que ce soit Kabouya, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit je ne sais quel leader dans l'UDPS, la question qu'il faut poser, ces leaders, ce parti, travaille-t-il pour le bien du Congo? Quels sont les résultats pour le bien du Congo? Mais l'UDPS, pour la première fois de son histoire, à partir de 2019, a eu accès à des moyens financiers très importants qui auraient dû lui permettre, l'UDPS Tshisekedi d'abord, qui aurait pu lui permettre de devenir effectivement un grand parti moderne qui puisse poursuivre ses objectifs de contribuer d'une manière indiscutable au bien-être des Congolais et au développement de notre pays. Et bien sûr, dans ce cheminement, pouvoir répondre aux attentes de ses membres, notamment des combattants, parce qu'eux aussi avaient des attentes qui étaient légitimes. Mais est-ce que l'UDPS a poursuivi ou développé l'école du parti? Est-ce que l'UDPS a encadré toutes ces organisations informelles et formelles qui autour du parti? Est-ce que l'UDPS a modernisé même sa permanence? Est-ce que l'UDPS a multiplié le nombre de ses représentations dans le pays, à l'étranger? Est-ce que l'UDPS a fait des acquisitions d'immeubles pour continuer la formation, continuer à attirer les gens? Les causes ou les problèmes tels qu'ils sont posés, ce n'est pas réellement ce qu'il y a en dessous de la table. Ce n'est pas réellement ce qu'il y a en dessous de la table. N'oublions pas que l'UDPS Tshisekedi, ce qui est vrai, c'est que l'UDPS Tshisekedi, par la personne d'Étienne Tshisekedi lui-même, était devenu un actif politique très attrayant. Et vous avez l'UDPS Tshisekedi en main, vous avez un actif monnayable politiquement, monnayable financièrement, et les gens peuvent se battre pour l'argent. L'UDPS est un fait politique très important, mais l'UDPS n'est pas le Congo. Le point d'entrée de l'ennemi dans notre pays, et stratégiquement au niveau militaire. Info 243 au cœur de l'actualité. Il a disparu de tout le radar en République démocratique du Congo, l'ancien directeur de cabinet de Etienne Tshisekedi Moulumba, Monsieur Albert Moleka. Bonjour. Bonjour Raphaël. Il y a un laps de temps que vous êtes presque absent au pays. Certains disent que vous êtes exilé. Qu'est-ce qui se passe exactement? Bon, ça fait 3 mois que j'ai quitté le pays. Si on parle d'exil, je dirais un exil familial. Certains sont des exilés politiques ou économiques. Moi, je suis allé rendre visite à mes enfants et mes petits-enfants ici au Canada, vu que finalement les autorités canadiennes m'ont octroyé un bon visa. Vous savez que mes enfants sont installés ici depuis 24 ans et j'ai 4 enfants qui vivent ici, 4 enfants sur 7 et 7 petits-enfants sur 10. Donc la majorité est au Canada. Et je suis venu les visiter, passer du temps avec eux, et pour moi c'est très fructueux parce que j'ai découvert aussi un pays, une société canadienne qui est très accueillante, qui présente beaucoup d'opportunités et qui est aussi très liée avec notre pays. La diaspora congolaise au Canada est très importante.
Même à l'époque, la fédération UDPS Canada était une des fédérations les plus dynamiques. Donc c'est avec joie que je passe ces moments ici au Canada. Donc vous n'êtes pas exilé? Non, si on parle d'exil, bon, exil familial, c'est-à-dire je viens passer. Ça se pose la question à quand votre tour? Mon tour très bientôt, très bientôt. Mais je ne peux pas Comme fixer. le retour de Jésus-Christ? Mais il revient bientôt, il faut y croire. Il faut y croire. Après avoir perdu aux élections présidentielles, je rappelle que vous étiez le directeur de cabinet. Non, conseiller spécial du prix Nobel. De prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Est-ce que vous étiez choqué des résultats présidentiels de 2023? Bon, choqué, oui et non. C'est-à-dire que, bien que sachant qu'il y aurait, que nous aurions des élections plus que chaotiques, puisque nous avions décrié, j'ai personnellement décrié dès le départ, ce qui se préparait. Mais bon, je crois que le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le plus important, ce sont les conséquences aujourd'hui de ce qui s'est passé. Nous vivons maintenant les conséquences, à savoir une cohésion nationale qui a totalement disparu, un environnement politique où le dialogue n'existe pas. Nous assistons à un durcissement de la répression de la part du régime. Et tout ça, c'est dû à ce qu'on appelle la malversation électorale. La malversation électorale. Vous savez, on reconnaît un arbre par ses fruits, pas par son tronc, mais par ses fruits. Et nous voyons les fruits de cette malversation électorale. Par contre, beaucoup plébiscitent le président de la République comme vainqueur, et d'ailleurs incontourné. Quelle est votre approche? Non, dans notre pays et selon la loi, c'est la CENI qui déclare le vainqueur et la Cour constitutionnelle de la CENI, je parle de l'opinion. Confirme. L'opinion tant nationale qu'internationale aujourd'hui a reconnu les résultats de ces élections, dans ce sens que le vainqueur déclaré par la CENI est président de la République et chef de l'État. Il était confirmé par la Cour constitutionnelle. Je crois que il ne faut pas perdre du temps à revenir là-dessus, mais les conséquences, nous sommes maintenant face aux conséquences de cette malversation électorale. Le pays est caractérisé par plusieurs crises. À l'est de la République démocratique du Congo, l'insécurité qui bat son plein, l'agression rwandaise. Au centre, le phénomène Kuluna, à Kinshasa. Selon vous, quel remède pour remédier à ces fléaux qui risquent de nous emporter? Et vous avez oublié de mentionner la crise la plus, pour moi, la plus importante, dans ce sens que elle dure depuis trop longtemps, c'est la crise sociale, la crise humaine. Le Congolais... Et l'insécurité emporte, hein? Oui. 10 millions de morts. Oui, la vie humaine est sacrée. C'est comme ça que je plaçais en termes de pyramide. Je pense aussi que tous ces autres problèmes, toutes ces autres crises sont complètement liées à la crise sociale que nous traversons. Le Congolais vit dans des conditions infrahumaines. Si on veut parler du problème sécuritaire et de la situation extrême de conflit dans la partie est de la République, et principalement en Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, je crois que la plupart principalement des Quinois, puisque c'est les Quinois, c'est nous qui faisons le plus de bruit, nous n'avons pas une idée des réalités que traversent nos compatriotes. Vous savez, l'année dernière, de par ma collaboration, l'état de ma collaboration avec le prix Nobel, le docteur Mukwege, j'étais amené à faire de fréquents
séjour au Nord Kivu et au Sud Kivu. Et bien que je connaissais les problèmes du Nord Kivu, ce sont des problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis la fin des années 90, mais le fait de palper cette souffrance extrême à laquelle est soumise notre population, le fait de parler avec les gens là-bas, savez-vous, ça vous permet de découvrir et un peu d'intérioriser une dimension du problème qu'on ne perçoit pas très bien à Kinshasa. Je me souviens, au mois d'août de l'année dernière, par exemple, je suis allé jusqu'à l'Emera. J'ai voulu aller à l'Emera. Le début du problème. Le début du problème. Le début du problème. D'ailleurs, quand j'ai annoncé au prix Nobel que je voudrais partir à l'Emera, il avait été surpris. Il m'a dit, mais pourquoi? Il dit non, je sens que je dois aller à l'Emera, passer par Kamanyola. Il m'a dit, oui, c'est bien, mais personne ne voudra te parler là-bas. Les gens ont peur de parler. Il dit, non, même si les gens ne parlent pas, la nature elle-même parle. Je suis allé à l'Emera, j'ai fait un arrêt à Kamanyola. Ce qui m'a frappé tout d'abord à Kamanyola, vous voyez le fameux monument où vous avez le général à l'époque Mobutu, ainsi que deux paires de militaires à côté de lui. J'ai remarqué que la statue de Mobutu n'était plus là. On me dit non, les Burundais ont amené ça. Pourquoi? Ah bon? Pourquoi ils ont amené ça? Non, parce que pour eux, c'est Mobutu qui protégeait toute cette région et l'entrée dans le pays. C'est pour ça qu'ils sont partis avec la statue. Ça m'a rappelé combien... bon, j'étais très jeune, vous savez, j'ai toujours appelé le maréchal Mobutu papa. Partant de vos liens de famille? Donc, partant de liens entre lui et mon père, des liens d'enfance. Et puis après, les liens entre nous enfants. Et puis, c'est une personne qui, même au niveau politique, m'a toujours intéressé en tant qu'animal politique. Mais, enfant, je me souviens toujours comment le président Mobutu parlait de cette partie de notre pays. Et que, en disant que la situation et le sort de notre pays dépend de la situation à l'Est. Et plus tard, si vous vous rendez compte, d'ailleurs, si vous réfléchissez un peu, vous voyez que le bateau présidentiel, il n'a pas baptisé MS Badoulité, ou MS Kawele, ou MS Yemo, ou MS Seko, MS Kamanyola. Voilà. Le stade qu'il a fait construire par les Chinois, il n'a pas baptisé Stade Mobutu. Stade Kamanyola. Stade Kamanyola. La division qui était créée dans l'armée. Il y avait plusieurs divisions. Oui, il n'a pas. Entre autres Kamanyola. Il a appelé ça la division Kamanyola. Donc, ce que Kamanyola représentait... Que représentait Kamanyola? Voilà. Kamanyola, bon, personnellement pour lui, c'était quand même un épisode dans sa vie de militaire où il était au front et il a risqué sa vie auprès des militaires. Il était commandant en chef de l'armée nationale congolaise à l'époque. Mais Kamanyola, c'était aussi
le point d'entrée, hein, de l'ennemi dans notre pays. Et stratégiquement au niveau militaire, c'était un point qu'il ne fallait pas perdre. Vous avez toute cette vallée de la Ruzizi et le point où il y a une intersection entre les frontières des trois pays, Burundi, Rwanda et la RDC. Donc c'est un point hautement stratégique et je crois que dans son esprit, Kamagnola représentait d'abord l'esprit de sacrifice qui doit animer tous les Congolais. Mais apparemment, il fait aussi partie du problème, le maréchal Mobutu. Oui, écoutez, chaque politicien fait toujours partie du problème. Mais il a repoussé l'ennemi. Confié. Il a repoussé l'ennemi. Bon, en fait, à un moment donné, il y avait vraiment une légèreté dans l'armée, au sein de l'armée zaïroise. Pas seulement déjà fin 80. Une légèreté dans la gestion de l'armée, mais pas seulement dans la gestion de l'armée. Il y a une légèreté dans la gestion globale du pays, ça c'est vrai. Fin des années 70, début des années 80. Mais encore une fois, avec ce qui est regrettable, je dirais même dangereux, ce qui est devenu dangereux pour nous les Congolais, c'est quoi? C'est que aujourd'hui nous sommes en 2024. Et si en 2024, vous pointez encore comme responsable le maréchal Mobutu qui a quitté la terre des hommes maintenant depuis 1997. Si vous ne savez pas d'où vous venez, vous allez vous oui, je crois que vous devez savoir d'où vous venez. Vous devez savoir qu'est-ce que Mobutu a fait de bien, de mauvais, que je ne fasse pas ce qu'il a fait, ce qu'il a fait de Mobutu, c'était quoi, selon vous? Oh, moi je dirais historiquement, peut-être je vais vous étonner, mais une des plus grosses erreurs politiques pour moi, c'était la radicalisation. On parle souvent de la zérianisation. Vous savez, la zérianisation, c'était une mesure par laquelle, c'était comme une nationalisation de plusieurs sociétés qui, pour la plupart, appartenaient aux étrangers, et on a donné ça aux Congolais. L'idée n'était pas mauvaise au départ, mais son application, c'est-à-dire il ne fallait pas faire de politiciens subitement, du jour au lendemain, en faire des hommes d'affaires ou des propriétaires d'affaires. Le politicien, ce n'est pas ça sa raison d'être. Ce n'est pas ça sa raison d'être. Mais l'année suivante, il y a eu la mesure qui était appelée la radicalisation. La radicalisation consistait en fait à l'étatisation de tous les gros outils de production et toutes les grosses entreprises, y compris celles appartenant aux Congolais. Par exemple, les entreprises de mon père ont été zérianisées, les entreprises de Papa Dokolo, de Papa Kisombe ont été radicalisées. Apparemment, entre autres, votre père a beaucoup bénéficié après la zérianisation. Ils ont bénéficié de la signature, des entreprises, entre autres. Non, écoutez, si on veut parler de l'exemple particulier de mon père, je ne vais pas parler des autres, je vais vous donner l'exemple de mon père. On a lui confié à mon père la société des Raoudji. C'est les Raoudji, les propriétaires des Robank, n'est-ce pas? Et mon père, qui était très ami avec défunt Papa Taki Raoudji, dit non, moi je ne prends pas la société des gens. Si les gens acceptent que nous sommes associés, je deviens actionnaire. Et c'est ainsi qu'il n'y a jamais eu de problème lors de rétrocession. Un autre cas, le cas de la société Bimpe au Bandundu, où la société avait déjà connu 3 ou 4 acquéreurs successifs.
et était à Moule. La société, c'était la société Somex à l'époque, qui appartenait à la famille belge Mousni d'Anvers. Et c'est le gouvernement qui a demandé à mon père s'il pouvait prendre cette société, la relever, parce que c'était une société très importante au Maïndombe, principalement à Kempili, Koutou. Et mon père a d'abord cherché la famille Mousni. Il a dit, écoutez, mon gouvernement me demande de reprendre ça. En position de force, hein, parce qu'il avait, avait déjà bénéficié de la signature. Je ne connais pas ce secteur. Je ne peux m'y engager que si vous, les initiateurs et les propriétaires initiaux, acceptez de venir et on travaille ensemble. C'est ça que la société BIMPE a été créée. Au-delà donc la radicalisation a créé maintenant, et c'est là que je voulais en venir, a créé une méfiance maintenant du Congolais vis-à-vis de son gouvernement. Et vous verrez que depuis la radicalisation, il y a eu très peu, il n'y a pas eu cette croissance d'investissement des entrepreneurs congolais eux-mêmes dans leur pays, et vous avez eu cette habitude qui était aussi renforcée par l'attitude des politiciens devenus businessmen, d'avoir des dizaines, pour ne pas dire des centaines de millions de dollars logés à l'étranger, au lieu de venir financer le développement du pays. Loin de l'approche familiale, qu'est-ce que vous retenez du maréchal Mobutu? Le maréchal Mobutu, il a l'unité du pays, la paix que nous recherchons tous, et je crois surtout ce que le monde entier lui reconnaît, c'est que, à sa manière, que ce soit à travers le parti-État, à travers certains enseignements idéologiques, il avait réussi à donner aux Congolais une identité. Et pendant très longtemps, le Congolais était fier de cette identité. Lorsqu'un Congolais, un Zaïrois à l'époque, allait à l'étranger, il était fier, il marchait la tête haute. Et au niveau de certains accomplissements, n'oublions quand même pas que c'est sous le régime Mobutu que nous avons eu pendant un temps une monnaie convertible. Le Zaïre monnaie a été convertible. Nous étions encore étudiants lorsque nous rentrions en Europe de vacances avec nos billets de Zaïre. On entrait dans n'importe quel bureau de change et on nous le changeait. Après les années 70, la monnaie a perdu toute sa valeur. Oui, il y a eu des problèmes aussi liés à la conjoncture internationale. N'oubliez pas qu'on a eu les 2 chocs pétroliers. On a dû se soumettre au fameux système d'ajustement structurel du Fonds monétaire. Alors, revenons à la question, remédier à ces fléaux d'insécurité qui bat son plein en République démocratique du Congo. Que faire, selon vous? Écoutez, le problème de l'insécurité, il faut voir d'abord de quelle insécurité nous parlons. À l'est du pays ou à l'ouest du pays, puisqu'à l'ouest aussi nous Parlons de façon générale, alors, l'insécurité alimentaire et l'insécurité de vie en général. Écoutez, par une politique appropriée, et c'est à ça que doivent s'atteler les gouvernants et leurs gouvernements. Vous savez, on part d'élections, c'est-à-dire vous cherchez le pouvoir à exercer pour mettre en place une politique qui assure à la population ses aspirations au bonheur et au bien-être. Une politique de développement économique, une politique de sécurité, une politique de paix, de sorte que votre population puisse s'émanciper. Et comment diagnostiquez-vous le problème de la République démocratique du Congo? Et je vais vous raconter une anecdote.
lors de la visite du maréchal Mobutu à Washington en 1900, dans les années 80, sous le président Ronald Reagan. Et lors de leur entrevue, le maréchal Mobutu disait non, le Zaïre, nous avons besoin de votre aide, de votre soutien, tout ça. Et le président Reagan lui a dit, vous savez ce qu'est votre pays? Je vais vous raconter ce qu'est votre pays. Lorsque Dieu a créé le monde, il a mis de l'or ici, il a mis de l'argent ici, de platine ici, tout ça un peu partout. Et il lui restait encore plein d'histoires dans les poches. Il était pressé de dire non, tout ça, allez, je mets ça ici. Et le ici, c'est votre pays, le Zaïre. Et là, donc, normalement, c'est vous. C'est très fort et profond. Normalement, c'est vous, le Zaïre, qui devriez nous aider. Vous savez, le problème du Congo, c'est sa nature même. Un grand pays, un immense pays, au cœur de l'Afrique, où il y a des ressources et des richesses qu'on peut dire inestimables. On a toujours utilisé un terme que j'ai toujours détesté, le scandale géologique, qui dit quoi? Qui dit que vous avez un potentiel, mais vous savez, l'homme peut avoir le plus grand potentiel, mais s'il ne réalise pas ce potentiel, ça ne sert à rien. Et c'est la même chose avec un pays. C'est le cas du Congo. Le Congo a le potentiel de solution, non seulement pour l'Afrique centrale, pour les Grands Lacs, pour le continent africain, mais pour le monde, dans différentes choses. Et nous le voyons aujourd'hui, au niveau de la technologie, on parle aujourd'hui de tous ces minerais stratégiques, la fabrication des batteries au lithium, au niveau du changement de climat. On voit le bassin du Congo, le deuxième bassin au monde, et on parle déjà de l'eau comme de l'or bleu. Dans l'avenir, on fera la guerre pour l'eau. Donc nous devons déjà nous préparer. Vous vous souviendrez qu'il y a eu même un projet de dévier le cours de l'Oubangui pour recréer le lac Tchad. Donc, quand on dit le Congo est un pays solution, je n'aime pas beaucoup les slogans et les formules à l'emporte-pièce. Nous devons apporter ces solutions, mais d'abord nous devons nous-mêmes, Congolais, être à même de gérer ce pays. Nous devons nous-mêmes, Congolais, être à même de respecter ce pays, de prouver que nous aimons ce pays et de prouver que par rapport à notre pays, nous avons cet esprit Kamagnola, l'esprit de sacrifice. En vous entendant parler, apparemment le Congo a un problème d'homme. Bien sûr, c'est le problème majeur. C'est le problème majeur. Les DIRCAB, c'est aussi c'est plutôt un technicien, pour ne pas dire un magicien, d'un leader politique. Vous l'aviez été pour Etienne Tshisekedi pendant une belle lurette. Porte-parole, directeur des cabinets d'Etienne Tshisekedi. Aujourd'hui, UDPS au pouvoir. Comment jugez-vous les indicateurs? Bon, tout d'abord, je vous dis tout de suite, et c'est un débat auquel j'ai été souvent confronté, lorsqu'on me dit l'UDPS au pouvoir aujourd'hui. Je dis non. Et le fils biologique derrière. L'UDPS n'est pas au pouvoir. L'UDPS fait partie de la coalition qui gouverne. Oui. En 2019, lors de la fameuse alternance politique que le monde entier a saluée, beaucoup ont dit, voilà, l'UDPS, après 30
quelques années lutte de pouvoir, l'UDPS accède au pouvoir. Je dis non, ce n'est pas le pouvoir de l'UDPS. Cette alternance et ce pouvoir n'a pas été négocié par l'UDPS, parti politique. C'était négocié entre deux individus, deux personnalités politiques, puis avec leurs collaborateurs, et puis on a associé les machines politiques. Qui sont ces individus? Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Au-delà de tout ce qui sanctionne, ce sont des élections. Oui, bien sûr, mais bien sûr, ça a été présenté en tant que tel. Vous ne m'aviez pas répondu? Non, je dis que pour moi, l'UDPS n'est pas. C'est le fils biologique du leader qui est au pouvoir. Indirectement, on pourra dire c'est l'UDPS déjà au pouvoir. Le fils biologique. À la tête, au sommet. Quand vous dites le fils biologique d'Etienne Tshisekedi est président de la République et chef de l'État. Oui. La majorité parlementaire, c'est l'UDPS? Non, c'est l'union sacrée pour la nation. La structure organisationnelle de l'UDPS? L'UDPS est allié, font partie de l'union sacrée. La majorité des États ou des régimes, c'est toujours la composition. Hein? Oui, mais encore une fois... Même en France, vous voyez, la composition n'a pas marché et puis le président a dissous. Mais encore une fois, le président a dissous. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de majorité. Il comprenait très bien qu'il n'avait plus de majorité et cela lui était prouvé à travers les résultats des élections européennes. Il a compris que je suis désavoué sur un sujet tellement important de ma politique, c'est-à-dire que ce que je conçois et ce que je veux pour la France dans l'Europe, je suis désavoué. Comment Etienne Tshisekedi a conçu son projet ou ses plans d'action une fois au pouvoir? Non, le projet de gouvernement était conçu avant les élections de 2011. Il y a une équipe de technocrates, de scientifiques et de politiques qui avaient conçu ce programme de gouvernement qui était très précis. Et c'est ce programme de gouvernement qu'il allait appliquer si la vérité des urnes avait été respectée. Et aujourd'hui, est-ce que l'UDPS reflète exactement l'image, l'UDPS au pouvoir reflète exactement l'image de l'UDPS d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, ou la vision d'Etienne Tshisekedi? Non, mon avis personnel, mon opinion personnelle, bien sûr, c'est que non. Encore une fois, lorsqu'on parle de l'UDPS, entendons-nous bien ici, vous parlez de l'UDPS Tshisekedi. Parce qu'il y a l'UDPS Tshibasa, l'UDPS... Il y a l'UDPS Kibasa, il y a l'UDPS Tshibala, il y a l'UDPS Le Peuple de Valentin Moubaké, il y a l'UDPS... on ne sait pas si plus tard, après 10 ans, il y aura aussi l'UDPS Moleka. Non. Peut-être ici au Canada. Non. Ça fait... L'UDPS, c'est une histoire à laquelle j'ai participé, à laquelle j'ai contribué selon mes moyens et mes capacités depuis 1985. Pour ça, je suis très attaché à l'UDPS historique. J'ai été proche collaborateur d'Etienne Tshisekedi dans l'UDPS Tshisekedi, dont j'ai pris congé le 14 mars 2015. Après, je suis allé à l'UDPS Kibasa, dans laquelle je me sentais à l'aise, puisque le feu Frédéric Kibasa Maliba a été vraiment mon mentor dans l'UDPS dans les milieu des années 80. C'est avec lui que j'avais beaucoup travaillé à l'époque, plus qu'avec Etienne Tshisekedi. Et je peux dire même que la famille Kibasa, c'était comme ma famille. Je mangeais chez Frédéric Kibasa, il venait manger chez moi. Donc pour moi, j'étais à l'aise, d'autant plus que
si vous étudiez l'histoire de l'UDPS historique et même l'évolution au niveau administratif, dans les documents de parti, vous allez au ministère de l'Intérieur, vous verrez que, il faut comprendre, l'UDPS Tshisekedi, c'est le parti d'Etienne Tshisekedi, parti qui a été créé après Sun City, au sortir de Sun City. Oh, donc, c'est pas 32 ans de lutte, 32 ans de... Non, 32 ans de lutte. C'est pour ça qu'il faut être clair lorsqu'on parle de l'UDPS. De la lutte et de l'UDPS. À Sun City, il y avait un accord et que bon, tous les participants avaient la faculté de convertir leur mouvement, leur organisation politique en parti politique. Ainsi que Etienne Tshisekedi voulait aussi avoir son parti politique. Et si vous cherchez, vous pouvez contacter par exemple M. Rémi Massamba et d'autres qui ont participé à cette réunion au ministère de l'Intérieur. À l'époque, le ministre de l'Intérieur, c'était le professeur Théophile Bemba, où il est clairement dit, parce que l'UDPS existait déjà, avec comme président Frédéric Kibasa Maliba. Et vous avez ce PV de cette réunion qui dit que dorénavant, comme il y avait le problème de l'homonymie qui n'est pas accepté dans notre loi, et comme politiquement aussi on ne pouvait pas dénier à Etienne Tshisekedi le droit d'utiliser le nom UDPS pour son parti politique, le ministre a décidé que dorénavant, l'UDPS s'appellera UDPS Kibasa et le parti de M. Etienne Tshisekedi s'appellera UDPS Tshisekedi. Okay. C'est ça que vous retrouvez dans ce pays. Selon vous, l'UDPS ne peut pas célébrer 36 ans d'existence ou de combat, l'UDPS Tshisekedi? Non, l'UDPS Tshisekedi ne peut pas célébrer 36 ans d'existence ou de combat. L'UDPS, en tant que, si on parle de la famille, la grande famille UDPS, oui. Mais là, tout le monde peut le revendiquer. Alors, parlons d'autre chose à présent. Donc, la question, vous n'avez pas répondu à ma question de savoir comment Etienne Tshisekedi avait conçu ses plans d'action une fois au pouvoir. Mais le plan d'action, le programme de gouvernement d'Etienne Tshisekedi était d'abord basé sur un objectif, c'est-à-dire le progrès social. C'est ça, l'Union pour la démocratie et le progrès social. L'établissement et la consolidation d'un véritable état de droit. De sorte qu'un véritable état de droit, ce qui voulait dire, selon lui, que tout le monde est soumis à la loi. Personne n'est au-dessus des lois. Il n'y a pas de place pour l'impunité au Congo. L'impunité est un frein au développement. Chose qui est mise en musique aujourd'hui. Je pense que le pouvoir actuel fait de son mieux pour mettre en place un état de droit, mais ce que moi je constate, et ça en tant qu'aumônier des prisons depuis 30 ans, c'est que, vous savez, la prison de Makala qui était construite pour 1200 prisonniers, aujourd'hui regorge de 15 000 prisonniers. Depuis Joseph Kabila, c'était la situation? Non. Sous Kabila, on n'atteignait pas 15 000 prisonniers. Donc plus de 85% sont là illégalement. Illégalement, c'est-à-dire ne sont pas des condamnés. Certains n'ont même pas, la plupart n'ont même pas été jugés. Vous savez que le ministre Moutamba, par mesure préventive. L'emprisonnement est une exception, ce n'est pas une généralité. Et quand vous dites par mesure préventive, mon cher Raphaël, allez vivre des cas à Makala. Une jeune fille de 12 ans, arrêtée en vagabondage entre Nsele et Kinkole. Hein? Arrêtée, baladée de Soussiat en Soussiat et qui atterrit à la prison de Makala. C'est quelle prévention?
J'ai été très heureux de voir le nouveau ministre de la Justice, le jeune frère Constant Moutamba, aller sur le terrain, aller en prison, et découvrir qu'il y avait un prisonnier qui était là depuis 21 ans sans avoir été jugé. Et je le connais. On en a parlé plusieurs fois aux différentes administrations, aux différents gouvernements, mais vous savez, la manière dont vous traitez les prisonniers, ça reflète le cœur d'un gouvernement. Ça, c'est ce que Dieu m'a appris. Le premier point, c'est l'état des droits. Le deuxième point, c'était quoi? Le deuxième point, bien sûr, le progrès social à travers un programme économique qui était bien élaboré. Alors, mais Raphaël, là, nous parlons de programmes politiques. Et en fait, les programmes de gouvernement se ressemblent beaucoup, parce que les objectifs, c'est les mêmes, le développement, le bien-être de la société, tout ça. Mais ce qui fait la différence dans la gouvernance, c'est les principes qu'on applique et les valeurs qu'on défend dans la gouvernance. C'est-à-dire que vos principes et vos valeurs doivent transparaître dans votre gouvernance. Et je pense que avec Etienne Tshisekedi, les détournements, les vols, tout ça auxquels nous avons assisté, auxquels nous assistons encore, aurait été immédiatement sanctionnés et on aurait mis un terme directement à cela. Ça ne serait pas devenu une matière récurrente. La crise est devenue en monnaie courante. L'UDPS, comment observez-vous la situation? L'UDPS? Tshisekedi, bien sûr. Okay. Enfin, Tshisekedi. Okay. Comment observez-vous la situation? Je l'observe avec un peu de mélancolie et de regret, vu que c'est un milieu dans lequel j'ai évolué et que je peux dire, j'ai donné beaucoup de moi-même, et la plupart des antagonistes dans cette crise sont des personnes que je connais très bien. Certaines, je les ai vues évoluer. Et d'une manière ou d'une autre, c'était aussi prévisible, la manière dont les choses ont évolué. Comment ça? C'était prévisible. Lorsque vous écoutez les revendications des uns et des autres, ce qu'on reproche au secrétaire général actuellement, au secrétaire général, Augustin Kabouya, c'est quoi? De ne pas avoir favorisé en quelque sorte l'éclosion des combattants dans les différentes institutions, d'avoir monnayé des postes à l'extérieur, c'est donc la corruption, l'incompétence, le manque de convivialité dans la gestion et le fonctionnement des structures du parti. Mais ma question demeure la suivante. Est-ce que c'est vraiment ça, la cause? Vous savez, en politique, l'expérience m'a appris que très souvent, lors de crises ou de conflits dans des organisations politiques ou même entre États, les causes ou les problèmes tels qu'ils sont posés, ce n'est pas réellement ce qu'il y a en dessous de la table. Ce n'est pas réellement ce qu'il y a en dessous de la table. N'oublions pas que l'UDPS Tshisekedi, ce qui est vrai, c'est que l'UDPS Tshisekedi, par la personne d'Etienne Tshisekedi lui-même, était devenu un actif politique très attrayant. Très attrayant. Vous avez l'UDPS Tshisekedi en main, vous avez un actif monnayable politiquement, monnayable financièrement, et les gens peuvent se battre pour l'argent.
Depuis Etienne Tshisekedi, c'était déjà Depuis une réalité. C'était déjà une réalité. Et là, comment Tshisekedi a fait pour gérer des ambitions à l'interne et tout ce qui s'est passé déjà? Je peux dire il avait des collaborateurs qui l'aidaient ou qui géraient ça pour lui. Hein. Il n'avait jamais trempé dans ça. Trempé dans quel sens? Dans être tenté, soit... Il tranchait rarement. Ce qui peut paraître bizarre de la part d'un leader, surtout un leader tellement charismatique. Il tranchait rarement. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait des collaborateurs qui réglaient ses problèmes, qui mettaient les gens ensemble et qui amenaient les gens à négocier. On tentait de contenter les uns et les autres. Et aujourd'hui, s'il y a un mot à dire à ces antagonistes qui continuent à alimenter la crise à l'UDPS, je pourrais dire l'UDPS fait partie de vos fruits politiques aussi, parce que vous avez mis la main dans ça pendant un moment donné, la main dans la pâte plutôt pendant un moment donné. Fruits, vous savez, j'ai contribué comme des millions. Exactement. À un moment donné, au cours de l'histoire, vous avez pris le devant pour travailler aussi aux côtés du leader charismatique. À sa demande, à son appel, oui. Ouais. Oui. Ma recommandation aux uns et aux autres serait double. D'abord que chacun se regarde soi-même en profondeur, que chacun interpelle sa conscience sur ses motivations et que, oui, l'UDPS est un fait politique très important, mais l'UDPS n'est pas le Congo. Moi, mon souci actuellement, c'est pas l'UDPS, c'est le Congo. Exact. Et c'est ça qui doit animer tout. C'était ça le souci d'Etienne Tshisekedi. C'était le Congo. Etienne Tshisekedi aimait son parti. Bon, et là, c'est transcendé. C'était l'objectif, c'était le bien du Congo. Alors aujourd'hui, que ce soit Kabouya, que ce soit Félix Tshisekedi, que ce soit je ne sais quel leader dans l'UDPS, la question qu'il faut poser, ces leaders, ce parti, travaille-t-il pour le bien du Congo? Quels sont les résultats pour le bien du Congo? Parce que comme vous le dites très bien, moi je dis l'UDPS fait partie du pouvoir, mais ce n'est pas le pouvoir UDPS. Mais l'UDPS, pour la première fois de son histoire, à partir de 2019, a eu accès à des moyens financiers très importants qui auraient dû lui permettre, l'UDPS Tshisekedi d'abord, qui aurait pu lui permettre de devenir effectivement un grand parti moderne, qui puisse poursuivre ses objectifs de contribuer d'une manière indiscutable au bien-être des Congolais et au développement de notre pays. Et bien sûr, dans ce cheminement, pouvoir répondre aux attentes de ses membres, notamment des combattants, parce qu'eux aussi avaient des attentes qui étaient légitimes. Mais est-ce que l'UDPS a poursuivi ou développé l'école du parti? Est-ce que l'UDPS a encadré toutes ces organisations informelles et formelles qui autour du parti? Est-ce que l'UDPS a modernisé même sa permanence? Est-ce que l'UDPS a multiplié le nombre de ses représentations dans le pays, à l'étranger? Est-ce que l'UDPS a fait des acquisitions d'immeubles pour continuer la formation, continuer à attirer les gens? Est-ce que l'UDPS a fait la promotion même de projets sur le terrain, des petits projets agricoles, des petits projets de commerce? Parce que
encore une fois, pour la première fois, l'UDPS a eu et a accès à des moyens financiers quand même colossaux. Comment entrevoyez-vous l'avenir de l'UDPS après 2023? Parce qu'après 2023 serait le deuxième mandat du président de la République, soit passation ou... Après 2028 28 exactement, deuxième mandat. Mais voyons d'abord maintenant. Hier, j'ai reçu un message disant que au sortir de ces soubresauts du parti, donc de l'UDPS Tshisekedi, un grand objectif, c'est la réunification, c'est un peu de réunir les gens, de rappeler des gens qui sont partis, etc. Il dit, bon, c'est un discours qui est aussi assez récurrent, mais encore une fois, je pense que le problème véritablement n'est pas là. Il faut d'abord lever tout équivoque par rapport à de quelle UDPS nous parlons et qu'est-ce que cette UDPS recherche pour le présent et pour le futur. Si on prend l'UDPS historique qui prône la réunification de toutes ces UDPS en une seule UDPS. Actuellement, nous avons encore des fondateurs vivants. Vous avez Papa Diaoken, Papa Lusangangile, Papa Joseph Kapita et mon aîné Proteus Lumbu. Vous avez des dizaines de cofondateurs encore vivants. Vous avez quelques notables qui sont encore vivants et actifs. Il serait bon quand même, et ça c'est par sagesse, la sagesse dicterait à ceux qui sont en conflit au niveau de l'UDPS Tshisekedi d'écouter, de bien écouter les fondateurs. Une erreur que nous avions commise dans l'UDPS Tshisekedi lors du congrès, et lorsque vous lisez les statuts de l'UDPS Tshisekedi, les statuts adoptés au congrès, c'est que nous avions supprimé la structure collège des fondateurs. Il n'y a pas de fondateur. Il y a un seul fondateur et président qui était reconnu, c'était Étienne Tshisekedi. Malgré cela, un des fondateurs, à l'époque, le défunt papa Bernard Nkweli, a accompagné Étienne Tshisekedi. Feu papa Diaïko aussi l'a accompagné jusqu'à prendre la tangente à l'époque du coup d'État du groupe de Rigini, l'affaire Belchika. Donc l'UDPS Tshisekedi n'a pas de collège de fondateurs. Donc, il faut se dire clairement les choses. Est-ce que on parle de l'UDPS, c'est-à-dire quand on dit on a 36 années de lutte, bon, les 36 années de lutte se rapportent à quel parti politique? Si on considère l'UDPS historique et puis les autres UDPS qui en sont sortis, bon, quelle est l'idée? On recrée la famille en faisant appel aux principes initiaux. Vous savez, si vous lisez les statuts de l'UDPS historique, et même dans de l'UDPS Kibasa, vous avez une doctrine. La doctrine de l'UDPS, c'est le solidarisme. Les statuts de l'UDPS Tshisekedi, à l'issue du congrès, cherchaient la doctrine. Non, c'est une solution. Or, le solidarisme, vous savez, moi je dirais, c'est traduire en politique la valeur chrétienne ou le commandement chrétien. Fais à ton prochain ce que tu souhaiterais qu'on te fasse. C'est-à-dire que le sort de ton prochain ne peut pas te laisser indifférent. Alors, c'est par ici que nous mettons un terme à notre édition. À partir de cela, mon cher Raphaël, tu peux alors entrevoir maintenant des réponses à ta question initiale.
les problèmes de sécurité à l'Est, tout ça, comment les résoudre? Il faut commencer par mettre en place dans nos esprits, dans nos comportements, une réalité que le problème de mon prochain là au Kivu, ça m'affecte. Je ne peux pas dormir en paix si mon frère ne dort pas en paix. Je ne peux pas manger en paix tant que mon frère là-bas ne mange pas en paix. Merci, Monsieur Albert Moleka. Vous êtes un animal politique, hein, parce que vous avez été plusieurs fois candidat. Mais vous êtes toujours en arrière-plan. Raphaël, ne me traite vous étiez directeur de cabinet de Etienne Tshisekedi, et porte-parole, un grand leader politique pour notre pays. Récemment, directeur des cabinets de Dr Mukwege, conseiller spécial du prix Nobel. Oui. C'est par ici que nous mettons terme à notre édition. En direct de Kinshasa, les gens vont vous suivre. Un dernier mot. Tout d'abord, je tiens à te remercier. Pour moi, c'est un grand plaisir de... La dernière fois, c'était en 2011. Hein, en 2011. Oui, 13 ans après. Ça va vite, hein, ça va vite. En Suisse. Et je salue, bien sûr, tous les téléspectateurs qui pourront suivre cette émission, soit à la télévision, soit en ligne. Et je prie de tout mon cœur que le Congolais puisse se réveiller, prendre ses responsabilités, que nous arrêtions de pointer le doigt vers des coupables ou des responsables autres que nous-mêmes. Vous savez, en étant dans un pays comme le Canada, moi je suis fier. Je suis par exemple fier de voir comment mes enfants et d'autres enfants ont évolué ici, ont fait leur niche. Et pendant 20 ans, en tant que père, je n'étais pas là physiquement, mais je priais toujours Dieu que tu aies le meilleur des pères, encadre ses enfants, et que Dieu puisse aussi encadrer les Congolais pour qu'ils prennent leurs responsabilités. Vous savez, lorsqu'on pointe toujours le doigt sur quelqu'un, ça c'est ce que moi j'appelle l'esprit de Satan. Satan c'est l'accusateur. Mais prenons nos responsabilités. Il y a une formule qui revient souvent, ce n'est pas les autres qui viendront développer le Congo, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas les autres qui viendront établir la paix au Congo si nous-mêmes nous ne voulons pas de cette paix. Or, nous avons besoin de cette paix d'abord pour épargner des vies. Le sens et la valeur de la vie humaine doit reprendre un peu du sens au Congo. Donc, je souhaite à chacun une très belle journée. Prenons courage, luttons, puisque ce pays non seulement en vaut la peine, mais nous avons reçu cette mission de son Créateur, et si nous n'accomplissons pas cette mission, il trouvera quelqu'un d'autre ou d'autres personnes ou d'autres nations pour l'accomplir. Ça n'est fini pour cette édition, merci de l'avoir suivi sur Congo. Et quand même, je tiens aussi, il faut encore encourager nos dirigeants. Okay. Il faut que nos dirigeants prennent courage. Vous savez, nous sommes sortis des élections que les uns ont gagnées, les autres ont perdu, mais recréons cette cohésion nationale. Elle est indispensable. Et encore une fois, de l'extérieur, nous voyons les choses aussi sous un autre angle et sous une autre dimension. Comprenez que nous perdons et nous avons beaucoup perdu parce que nous avons laissé échapper cette cohésion nationale et que ce qui fait que nous avons perdu beaucoup de poids à l'extérieur. On ne se présente pas ensemble. Pona makambo esengeli to solola peto bongisa tous ensemble. Na awande totie
fin d'émission Nabiso. Merci monsieur Albert Moleka pour votre disponibilité. Merci chers internautes plutôt Bolandi Bisso sur Info 243. Vous avez la possibilité au Bolandi Bisso na télévision sur Congo Web Télévision, Bolandi Bisso en continu, il y a des bongos sur internet sur Info 243. Ça n'est fini pour cette édition. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.